Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, des techniques et des outils. Je suis Julien Diray et comme toujours, je suis accompagné de Pierre Ferré-Ferrand. Comment ça va Pierre ? Ça va super, merci Julien. Et vous le savez, avec Pierre, on aime bien dire épisode après épisode que faire, quoi faire dans telle ou telle situation, se référer aux méthodes agiles, aux manifestes agiles, que préconise le Scrum Book ou Kanban, etc. Mais dans l'agilité, comme toute forme de méthode, il y a une sorte de tabou. Il y a une vérité que quoi que vous fassiez, il y aura toujours une différence entre la théorie et la pratique. Et ce tabou, quand il est cultivé, c'est une excellente façon de nourrir votre syndrome de l'imposteur. Parce que ce que vous aurez mis en place, ça ressemblera jamais conformément ou totalement conformément 100% à la théorie. Et donc aujourd'hui, pour éclairer notre lanterne de sa longue et scintillante expérience, nous avons l'honneur de recevoir une invitée de qualité en la personne de Sarah Mousseni. Bonsoir Sarah. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Bienvenue. Mais avec plaisir. Sarah, du coup, en introduction, est-ce que tu peux commencer par me dire qui tu es, quel est ton parcours, ton œuvre ? Ok, donc moi c'est Sarah Mousseni. Donc aujourd'hui je suis VP Engineering dans une start-up de cybersecurity. Mais on va dire que mon parcours, donc j'ai commencé comme ingénieur, diplômé ingénieur en informatique. J'ai fait de la recherche, j'ai fait du développement soft. Et puis je suis arrivée rapidement à un rôle de manager où là, manager des équipes en remote. Et collaborer sur place avec des leads, avec des PM. Et donc l'agilité a toujours été là depuis day one. Et après ce parcours, je me suis dirigée vers du coaching agile. Donc la start-up chez qui j'ai travaillé, j'ai commencé autant que coach agile, donc un Extinct. Et petit à petit, avec le fast growth de la compagnie, j'ai pris le rôle d'engineering manager, d'engineering director, mais tout en gardant cette casquette de agile coach, agile lead tout le long de ce parcours. Donc voilà un tout petit peu sur mon parcours. Très bien, donc tu dois avoir toute une foule d'expériences intéressantes sur l'agilité et de cas de figure que tu as dû rencontrer. Donc c'est très, très pressé d'entendre tout ça. Donc le sujet, donc on a discuté un petit peu avant, on a préparé un peu l'épisode, mais du coup tu me disais que la théorie versus la pratique, c'est quelque chose qui t'intéressait, qui t'inspirait. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle tu as été confronté et est-ce que qu'est-ce que ça t'inspire? On va ouvrir comme ça. D'un côté, je me dis, on a tous été confrontés et on va toujours être confrontés à ce cas de figure où on apprend des choses, on lit des choses, on va à des conférences, on nous partage de la connaissance. Et puis quand on est sur le terrain et quand on a des équipes, quand on travaille dans différents environnements, différentes maturités aussi au niveau de l'équipe, au niveau de la compagnie, au niveau du soft ou du produit qu'on développe, on est rapidement confronté un peu à ce questionnement entre ce qu'on a appris ou ce qu'on a vu théoriquement ou ce qui est les best practices et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est réel sur le terrain. Et puis, on découvre rapidement que l'agilité, tout simplement, c'est dans le mot. Il faut être agile. Donc, il n'y a pas une règle, il n'y a pas une manière de faire les choses. Il faut avoir cette manière d'adapter et de comprendre vraiment la théorie pour pouvoir l'appliquer d'une manière, on va dire, intelligente et d'une manière pratique qui donne vraiment ses résultats. Le vrai but de toutes ces pratiques agiles et cet environnement agile. Donc je dirais que
de mon expérience, la théorie apporte la base, puis il faut vraiment la comprendre pour pouvoir la mettre en pratique. Donc, de ton point de vue, à quel point est-ce qu'il faut se forcer à suivre les principes? Parce que je pense que dans certains cas de figure, le contexte fait que on peut pas exploiter, on peut pas utiliser toute la théorie, on se retrouve un peu obligé de faire des concessions. À quel point est-ce qu'il faut se forcer à suivre une certaine méthode? À quel moment est-ce qu'on décide que finalement ça devient contre-productif et qu'il faut peut-être laisser de côté certains principes de façon à justement garder une sorte d'agilité? En fait, on met de côté des principes agiles pour garder de l'agilité quelque part. C'est un peu récursif comme raisonnement, mais... Non, mais je pense que c'est une bonne question pour aller plus dans le détail et puis aller plus en profondeur dans ce sujet. Je pense que la théorie en elle-même, elle apporte une base à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il faut la comprendre. Et il faut aussi faire en sorte que l'environnement autour de nous la comprenne. Parce que finalement, quand on parle de Scrum, par exemple, ce qui est le plus connu. Donc, quand je faisais des trainings agiles, une des premières questions que je posais, c'était les mots-clés, tout ce qu'on finalement on relie à l'agilité. Et très souvent, les premiers mots qui revenaient, c'était sprint, scrum, kanban, itération. Et finalement, ça veut dire que ce qu'on garde, c'est très souvent le faire, on va dire le do agile. Et l'agilité, c'est la théorie, c'est pas que les frameworks qui eux-mêmes nous donnent, c'est pour ça qu'on les appelle frameworks, ils nous donnent ce qu'il faut faire, on va dire, un skeleton de ce qui pourrait nous aider, mais ils ne donnent pas plus de détails. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on comprend, on va l'adapter à notre situation, on va l'adapter à notre environnement. Et donc finalement, on est toujours en phase avec la théorie, c'est juste que notre pratique, elle va gagner de la maturité suivant l'environnement, suivant l'équipe. Donc on peut se dire que la théorie, elle est toujours là. C'est juste, plus on la comprend, plus on la pratique, plus cette pratique, finalement, elle devient assez mature. Donc il n'y a pas vraiment, je dirais, une dualité entre la théorie et la pratique, c'est juste que plus on met en place cette théorie et plus on la comprend, plus les bénéfices, on les voit et plus on est capable de la développer finalement. Et donc je me dis, quand on met en place Scrum, on met en place une base. Comment on va faire la rétrospective? Comment on va l'organiser? Comment on va l'adapter à notre situation? Va faire que la pratique va différer d'une équipe à une autre au même moment, dans la même entreprise. Mais concrètement, c'est basé sur la même théorie. Donc moi je dis, il n'y a pas une dualité entre les deux, c'est juste qu'au bout d'un moment, on va vraiment comprendre le pourquoi et vraiment essayer d'arriver au but de l'agilité au lieu d'essayer de faire et de mettre en place de l'agilité. On va vraiment commencer à aller vers l'essentiel de tout ça. Ok. Et donc du coup, si je suis la logique, donc dans l'idée, par exemple, une équipe qui a utilisé Scrum depuis un certain moment peut se permettre, par exemple, de casser certaines pratiques ou certaines, on va dire, injonctions de la part du Scrum Guide qui dit par exemple, je sais pas, il faut une rétro, il faut une review et tout ça. Donc si je suis un peu l'idée, c'est-à-dire qu'une équipe qui a maturé pendant quelques années dessus peut se permettre, ou est-ce qu'il y a quand même des limites que tu poses en disant bon ça c'est sacré par rapport à Scrum, on peut pas y toucher, ou est-ce que même les fondamentaux de Scrum pour une équipe qui a maturé et qui se sent, on va dire, enfin voilà, qui a appris et qui du coup a maturé sur les méthodes agiles, particulièrement Scrum, est-ce qu'ils peuvent, selon toi, même casser des fondamentaux, ou est-ce qu'il y a quand même un minimum qu'on ne doit pas casser pour respecter le framework? Alors, je pense que c'est limite, il faut même ne pas le lier directement au framework. Donc le framework nous donne une base. Le fait qu'on fasse une rétrospective, c'est pas parce qu'on fait du Scrum ou parce que Scrum nous demande ça. En fait, on met en place Scrum pour qu'on puisse créer dans l'équipe cette habitude, cette agilité de se poser des questions sur ce qui s'est passé, de se remettre en question, de regarder, de se remettre toujours, on va dire d'une manière régulière, se poser la question, c'est quoi notre objectif?
on travaille pour quoi. Donc globalement, une rétrospective, c'est une manière de créer cette habitude dans les équipes, d'avoir ce côté « qu'est-ce qui s'est passé et où je veux aller et comment je peux le faire ». Donc la réalité, c'est que la rétrospective, elle est très importante. On va pas enlever la rétrospective parce qu'on est mature. Ça va devenir naturel. Ça veut dire que on va même plus se poser la question est-ce qu'on va faire cette session ou pas. C'est quelque chose qui devient naturel. Après, qui devient naturel, ça veut dire qui devient tellement naturel qu'on va se dire on est à la fin d'un projet ou d'une phase d'un produit, on va plutôt adapter la rétrospective, la session, pour que ça soit peut-être une partie où on célèbre les succès, où on va peut-être plutôt parler de comment on peut partager cette connaissance au niveau de l'entreprise, comment on peut prendre tout ce savoir, toute cette manière de faire et on peut l'adapter pour ce qui va arriver. Donc on va pas se dire non, on est mature, on fait plus de rétro, parce que finalement la rétrospective, c'est le signe de maturité. Le fait de ne pas débattre sur faire ou de ne pas faire la rétrospective, c'est le signe de maturité de l'équipe qui sait déjà que c'est important et on n'a plus finalement ce débat de est-ce qu'on fait un stand-up ? Ça devient naturel. Est-ce qu'on fait une rétro ? Est-ce que c'est une rétro ? Est-ce que c'est une release rétro ? Est-ce que c'est un sprint ? Ça devient vraiment quelque chose, le Scrum en lui-même, le Kanban ou le framework qu'on va mettre en place va devenir un enabler à ce qu'on est en train de faire plutôt que des règles. Donc c'est ça ce que j'appellerais une team mature, une compagnie mature. J'ai toujours dit, en fait, on suit plus les normes, on les crée. Ça veut dire qu'on se base sur ce qui existe et on le développe assez pour que ça puisse être aussi un atout pour l'entreprise. Donc en fait, effectivement, plutôt que de voir une dualité entre pratique et théorie, entre les textes et la réalité, en fait, il y a une synergie, une espèce de cercle vertueux qui va se créer. Et au final, les deux vont presque se merger en un ensemble cohérent dans un contexte spécifique. Exactement. C'est vraiment de se dire que... et ça, c'est dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Il y a des choses qui maintenant sont devenues des automatismes. Et donc, on challenge plus, on va dire, la source. Parce que tout simplement, on comprend le pourquoi ils existent, on les applique, on vit avec... Parce que tout simplement, on a vécu le bénéfice de le faire. Donc, on n'a plus cette dualité entre la théorie et la pratique. C'est tout simplement, on vit avec. Donc, on devient agile. Et c'est ça, un peu la différence entre être agile et faire de l'agile. Donc, on a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui mettent en place beaucoup de choses, mais qui, derrière, il n'y a pas cette culture d'agilité qui se crée. Donc, il y a toujours ce côté, c'est la théorie, c'est la pratique. C'est hyper intéressant parce que ça me fait beaucoup penser aux entreprises qui justement vont faire appel à des coachs en disant mais c'est quoi le meilleur process ? Comment est-ce que je fais pour qu'Agile ça marche le mieux ? Alors que parce que tu viens d'expliquer, pour moi, ça nous paraît évident, mais c'est vrai que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, en final, le framework qu'on utilise n'est seulement qu'un prétexte pour absorber la connaissance. Et on le voit très bien, il suffit de prendre une équipe qui a de la maturité avec des méthodes agiles et une qui en a pas, de leur donner exactement le même cadre. Il y en a une qui va parfaitement réussir et l'autre va devoir prendre du temps pour l'absorber, la méthode. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. C'est vraiment l'idée d'absorber et c'est plus le savoir-être plutôt que le savoir-faire, presque, je dirais. Le savoir-faire va du coup arriver par le framework et du coup quelques règles en place pour commencer et s'habituer. Mais c'est vrai que du coup, quand on a le savoir-être de que faire de l'agilité, dans ces cas-là, on peut vraiment se permettre, voilà, comme on disait au début, de faire des changements et tout ça, mais parce qu'on sait déjà la valeur que ça a, et surtout on la comprend au titre personnel, et on voit du coup l'impact derrière. Donc ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Est-ce qu'on peut dire que les frameworks, c'est un peu les roulettes de l'agilité ? Ça permet de se sentir un peu stable au début, d'avoir des règles bien précises, et puis au fur et à mesure, on va commencer à... C'est pas qu'on va pouvoir les enlever totalement, mais... Moins s'en servir. On va
elles vont être moins présentes, elles vont être... ouais. Tu as parlé un petit peu du reste de l'entreprise. On a tendance à penser, à parler de Kanban, de Scrum dans des contextes vraiment de développement. Donc nous, on a un petit peu le luxe d'avoir un peu cette exposition à l'agilité assez rapidement, et presque on se demande comment on pourrait faire autrement. On est obligé, quand on commence une équipe, de se dire est-ce que je fais du Kanban, est-ce que je fais du Scrum, est-ce que je fais du XP. De ton expérience, comment est-ce que ça, d'une part, comment est-ce que ça s'interface avec le reste de l'entreprise, et est-ce que le reste de l'entreprise peut aussi mettre en place des équivalents de leur côté? Est-ce qu'on peut se rejoindre à un morceau, ou est-ce qu'il faut que ça vienne forcément de l'ingénierie et qu'ensuite ça évangélise dans ce sens-là? Alors, je pense concrètement qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, beaucoup d'entreprises, ça va vraiment émerger des équipes de développement. On connaît les méthodes agiles, c'est plutôt dans le développement, dans l'industriel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, finalement, c'est les équipes de développement. Après, il y a les équipes de produits. Donc parfois, c'est pas forcément le même département, c'est pas forcément les mêmes équipes. Et donc, il faut aussi, dans des grosses structures, faire en sorte que la partie produit passe de projet à produit, donc avoir ce côté agilité. Et puis après, c'est clair que pour vraiment dire qu'on est une entreprise agile, il faut que ça soit, je dirais, du end-to-end. Ça veut dire que on ne peut pas faire de l'agilité, même si on le fait au niveau du développement, si, par exemple, le marketing ne suit pas. Donc le marketing doit suivre parce qu'on fait des releases, parce qu'on essaie d'avoir une communication régulière avec les end-users, avec ceux qui utilisent notre produit. Donc automatiquement, la partie par exemple produit marketing doit avoir cet aspect. De l'autre côté, j'ai déjà eu de l'expérience dans des entreprises où finalement, naturellement, on a commencé à se poser la question du côté par exemple ressources humaines, HR, dans ce côté recrutement. Parce que tout simplement, il fallait avoir cette culture et cette manière de faire pour pouvoir recruter les meilleurs talents, et pouvoir aussi faire comprendre qu'on est vraiment dans un environnement agile, qu'on donne de l'importance à celui qui utilise notre produit, qu'on donne de l'importance à l'humain, parce que ça fait partie de l'agilité. Donc il y a tout un aspect qui, finalement, si on fait vraiment en sorte d'apprendre et de comprendre l'agilité, mais vraiment les principes de base, la théorie et la pratique qu'on met en place, naturellement, plein d'autres départements et d'équipes dans l'entreprise vont, je dirais pas naturellement, au début, ils vont devoir comprendre le pourquoi on fonctionne comme cela. J'ai déjà eu, pour vous donner vraiment un retour d'expérience, une discussion avec le département finance, où j'ai dû vraiment expliquer c'est quoi l'agilité, c'est quoi les itérations, pourquoi on fait ça, comment on fonctionne. Parce que tout simplement aujourd'hui, même le fait d'avoir des projections, d'avoir une compréhension de ce qui est investissement, de ce qui est innovation, on doit comprendre comment notre département de recherche et développement ou notre département d'engineering fonctionne. Donc petit à petit, cette connaissance, elle va se partager, et on va réussir aussi à partager le pourquoi on fait de l'agilité et c'est quoi les bénéfices. Et petit à petit, il y a aussi cet engouement quand on est vraiment dans un environnement où les gens veulent apprendre, les gens veulent utiliser peut-être un côté plus processus parfois, qui attract les autres départements. Et c'est là où on commence vraiment à parler d'agilité et d'entreprise agile. Pas que d'engineering agile, pas que de recherche et développement agile. Et je pense que c'est là où il faut vraiment qu'on se dise, faire de l'agilité, être agile, mais que dans un côté développement, ça suffit pas. Pour vraiment atteindre les bénéfices de l'agilité et d'être vraiment là au service de l'utilisateur de notre produit.
C'est tout à fait d'accord. Et du coup, donc, toujours sur ton retour d'expérience, si tu as d'autres points à nous partager, comment est-ce que, par exemple, tu as réussi, donc là, je prends un autre exemple, par exemple, entre souvent donc l'engineering et le product, c'est souvent les deux départements qui se tirent la bourre en permanence. Et donc, par exemple, comment est-ce que tu as pu voir, parce que, mettons, par exemple, donc les ingénieurs veulent utiliser donc les méthodes agiles et avoir des itérations et tout ça, mais si le produit dit, bah non, nous, on a nos projets, on a nos deadlines, c'est mignon ce que vous faites avec l'agilité, mais bon, nous voilà, on a un business à faire tourner. Comment est-ce que du coup, est-ce que tu as déjà eu un cas de figure où vraiment des gens étaient vraiment opposés à utiliser de l'agilité, voire même à essayer de casser un peu cette approche du point de vue d'un autre département? Et comment est-ce que du coup tu fais si jamais, parce que évidemment le rêve pour nous tous c'est d'avoir une entreprise entièrement agile, malheureusement c'est la minorité et pas la majorité. Comment est-ce que tu fais du coup pour interfacer du coup des équipes qui, donc prenons l'exemple classique, l'engineering étant plutôt agile et le produit ne l'étant pas du tout, donc vraiment project driven avec des deadlines parce que le business et le marketing et les sales en ont besoin, l'histoire classique. Est-ce que tu as déjà eu un cas de figure et comment est-ce que tu as réussi un peu à on va dire pas du coup comment est-ce que tu as réussi à débloquer cette situation ou à trouver une solution? Alors tout d'abord, je pense que s'il y a une personne qui arrive à dire qu'elle n'a jamais vécu cette situation, je pense que je veux savoir elle a travaillé où. Donc je pense que ça c'est vraiment le cas de figure le plus répandu et quelle que soit la taille de l'entreprise, je pense qu'il faut se dire que c'est plus simple et on a une sensation de faux contrôle de la situation. Donc concrètement, on peut se dire que manager un produit, c'est beaucoup plus simple. Parce que tout simplement, manager un projet, c'est beaucoup plus simple. Parce que tout simplement, nous, on va s'occuper à se dire, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut le faire, des estimations, et comment on peut l'avoir. Voilà. Et après ça, on passe tout ça à une équipe qui va devoir faire en sorte que tout soit parfait. Sachant qu'on est dans un domaine qui est pas possible c'est pas possible d'être aussi précis si on veut vraiment utiliser des nouvelles technologies et être up to date et avoir de l'innovation. Si bien sûr on a un produit et la seule chose qu'on fait c'est du patching, peut-être qu'on peut être prédictible. Mais si on cherche de l'innovation, si on cherche à avoir plus de end users, si on cherche à avoir plus de traction vers le produit, tout simplement, ça ne marche pas comme ça. Parce que tout simplement, aujourd'hui, on ne peut pas avoir sur 6 mois aucune release. Bien sûr, ça dépend du produit, mais tout simplement, on va, si je peux résumer ça, perdre dans le game. Donc concrètement, oui, j'ai eu des situations et plusieurs, où on se dit, on veut cette feature, on peut même parfois parler de feature technique. Ça veut dire on veut ce bouton ou on veut un service qui fait telle chose. Ou un projet sur 6 mois. Donc j'ai eu plusieurs cas de figure. Je pense que tout d'abord, il faut juste se dire on ne peut pas changer les choses juste en expliquant. Donc, du moins, je n'ai pas réussi. Expliquer la théorie de ce qu'est l'agilité et très souvent quand on l'explique on va nous dire oui c'est bien beau, c'est super sur le papier, ça n'existe pas en pratique, c'est pas possible, ça marche pas, du project management, un Gantt chart et on y va et c'est tout bon et vous prenez un peu de marge et c'est tout bon. Je pense que ce qui a vraiment fonctionné dans 2-3 situations que j'ai en tête, c'était vraiment de se dire, essayez tout d'abord de travailler avec le product owner ou le product manager ou le project manager pour dire, ok, faire par exemple, ça m'est déjà arrivé de dire, je comprends tout à fait le besoin, je comprends tout à fait c'est quoi le projet, mais on fait un workshop où on fait par exemple du story mapping. Mais ce qu'il faut faire, c'est tout simplement déjà comprendre que de l'autre côté, on parle à une personne qui peut-être n'a pas du tout cette expérience. Donc parler théorie, c'est bien,
Mais essayez vraiment d'aider la personne à comprendre ce qu'on veut faire et que c'est faisable. Et que c'est faisable, ça veut dire que quand on arrive et on fait un workshop, vraiment par exemple du story mapping, avec la partie produit, avec les ingénieurs, et à la fin, on peut dire, bah écoute, toi tu voulais telle chose dans 6 mois, et si dans 1 mois, je te donnais déjà cette partie-là, et tu peux déjà aller la challenger. Est-ce que ça joue? Bah, la personne ne va jamais dire non. La personne va dire, ok, mais moi dans 6 mois, je veux quand même ça. Pas de souci. Dans 6 mois, tu auras ça, mais dans 1 mois, je peux te donner déjà cette partie-là. Donc, on enable finalement la personne à avoir déjà, sans être dans la confrontation, c'est de se dire dans 1 mois, on a un incrément qui est testable, la personne peut déjà aller dans le terrain, la personne est revenue en disant, bah, j'ai eu ce retour. Ok, bah, y a pas de souci, nous, on peut s'adapter. On repart sur notre plan, on refait ça. Et puis, pour être tout à fait honnête, après 3 mois, on n'en parlait plus. Ça veut dire après 3 mois, c'est super. J'ai un client, un early adopter, on va dire, qui est en train d'utiliser et on veut changer ci, on veut changer ça. Et donc, on l'a fait sur une période de, je dirais, 6, peut-être 9 mois. Et ça s'est super bien passé. On avait déjà des utilisateurs. Et concrètement, ben, on n'a pas parlé théorie. On a tout simplement mis en pratique la théorie sans être dans la confrontation, sans être dans ma manière de faire est meilleure parce que telle chose et telle chose, mais c'est vraiment de dire je comprends tout à fait ton besoin, mais moi je te propose une manière de le faire où ton besoin dans 6 mois il est toujours là, on peut, mais je te donne la possibilité de le faire. Donc ça c'était une situation qui avait très bien fonctionné. Une autre situation, c'était où on était plutôt sur un site web. Donc vraiment, un autre aspect, c'est pas un produit autant que tel comme on l'imagine. Un site web, c'est beaucoup de design, c'est beaucoup de travail en amont. Et c'est vraiment... là, c'était plutôt un aspect... C'est pas « je veux telle chose dans 6 mois », mais c'est plutôt « je veux telle chose, mais elle change, mais je suis pas sûre ». Et donc c'est plutôt le contraire, on va dire c'est la fausse agilité, c'est l'agilité à l'extrême où on n'a plus de limites, on n'a plus d'objectifs en fait. C'est pour ça que je dis c'est pas vraiment de l'agilité, on n'a pas d'objectif, on se dit on veut ça et puis on a une moving target. Et ça, c'est aussi pas de l'agilité. Même si on croit que ce qui n'est pas agile, c'est le project management, mais aussi d'avoir nos plans, c'est pas de l'agilité. Et là, c'est pareil. Et là, ça va être le contraire. Ça va être, on va essayer de convaincre la personne par la pratique de dire, non, on a des sprints. Ça veut dire que pendant cette période, on va pas bouger sur le scope. Au début, c'était difficile. Il fallait dire, non, mais laisse-nous ces 2 semaines. Dans 2 semaines, tu auras quelque chose et tu pourras le challenger. Et puis, ça a aidé la personne finalement à venir avec ses besoins beaucoup plus tôt, d'avoir des retours beaucoup plus tôt. Et donc, ça, c'est le deuxième cas de figure, où on a du product qui n'est pas agile, mais qui croit qu'il est agile. Donc, on a les 2 cas de figure, le project management et la fausse agilité, on va dire. Et moi, d'après mon expérience, la meilleure chose, c'est de comprendre les personnes, parce que ces personnes ont de l'expérience. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas arriver avec je sais comment faire, j'ai la connaissance de la meilleure manière de faire et balayer finalement les besoins de l'autre personne. C'est vraiment prendre la personne et comprendre ses besoins et travailler avec elle pour vraiment faire ce step by step. Ça prend du temps. Mais c'est comme ça qu'on arrive finalement à changer les mentalités et puis surtout parfois effacer peut-être des expériences passées d'agilité qui n'étaient pas les bonnes expériences pour bâtir finalement quelque chose d'un peu plus sain. Donc moi je donnerais ces deux exemples qui c'est non-agilité mais dans 2 aspects différents, du côté produit surtout.
Top, Ouais, merci. du coup, les solutions ont en commun qu'on est plus dans l'empathie plutôt que la confrontation, et on essaie de comprendre le besoin de la personne et aller dans son sens finalement, juste en proposant une solution en faisant comprendre qu'in fine, la personne aura plus à y gagner, quoi. Exactement. Parce que d'un côté, ce qu'on veut, c'est une relation, moi je dirais win-win. Où il faut se dire, c'est pas personnel, la personne a un objectif et elle a une manière de le faire. Et nous, on va juste aider cette personne à peut-être adopter cette manière de faire, pas parce qu'on le demande, pas parce qu'on le fait, mais parce que ça répond à son besoin. Et c'est différent. La manière de se dire, on ne va pas faire de l'agilité parce que le département de développement le fait, on va faire de l'agilité parce que ça nous permet tous ensemble d'arriver au même objectif. Et je pense que là, c'est le côté un peu empathie où, encore une fois, on se remet sur une question, le pourquoi on le fait, et non pas on le fait parce que c'est trendy ou parce que tout le monde le fait. Donc, je le verrai à ce niveau-là. Si on continue à monter la pyramide au niveau du top management, est-ce que selon toi on peut parfois parler d'agilité? Est-ce que finalement, comme on n'est plus vraiment dans la production et vraiment dans le management de managers souvent, on n'est plus dans la production, c'est moins concret. Est-ce qu'on peut toujours amener de l'agilité là-dedans? Souvent on voit une sorte de déconnexion justement entre sans aller jusqu'à un rejet, mais c'est juste voilà, les C-levels, ils ont leur façon de faire, ils font leur truc tranquillement dans leur coin, et ensuite les développeurs, le produit, etc., ils font de l'agilité parce que il faut. Est-ce que du coup t'as vu des situations comme ça, et est-ce qu'il y a des façons d'y pallier? Est-ce que c'est juste possible de parler d'agilité avec le top management? Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend l'expérience du top management avec ce terme. Je dirais le terme, pas avec vraiment la pratique. Parce que finalement, aujourd'hui, l'agilité, on l'entend beaucoup, on l'entend partout, on en parle souvent. Les définitions sont différentes, les expériences sont différentes. Donc c'est vrai qu'il faut déjà comprendre quelle est l'expérience du top management par rapport à ça, et le pourquoi on a besoin qu'ils le comprennent. Je pense que ces deux aspects sont très importants. Parce que premièrement, d'après notre expérience, on va réagir. Et s'ils ont une mauvaise expérience ou un mauvais retour, tout simplement, il y aura un rejet dès le départ. Donc limite, on peut parler d'agilité sans utiliser le terme agilité. Je pense que parfois, on a meilleur temps à se dire, mais voilà ce qu'on fait, le présenter, et puis juste présenter le bénéfice. Le top management est très souvent, et je pense que c'est normal et c'est bien, sont très orientés outcome, qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Donc après, comment on l'a fait? D'un côté, on dit, on va dire, je vais le faire plutôt en anglais, en hire smart people, mais on leur demande pas, on leur dit pas comment le faire. C'est pour ça qu'on les hire. Donc d'un autre côté, le top management, ce qui les intéresse, c'est qu'on y arrive. Donc parler d'agilité, je pense que ce qui est important, c'est de se dire comment on est arrivé. Après, qu'on mette le terme agilité ou pas, c'est un peu pour voir est-ce qu'on arrive à vendre ou pas la chose. Mais de l'autre côté, s'il y a un besoin, parce que ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Parfois, quand on imagine C-level ou top management, ça dépend. Si l'entreprise, il y a 1000 employés, oui, ils sont très très loin finalement des ingénieurs, des gens sur le terrain, des gens du produit. Donc, leur parler d'agilité, c'est très loin pour eux. Par contre, on peut avoir des C-level dans des petites structures, dans des startups, dans des scale-up, dans des environnements où peut-être 80% c'est des ingénieurs. Tout simplement, ça fait du sens.
Et c'est là où très souvent peut-être qu'on peut être confronté à des idées un peu déjà bâties sur l'agilité, que c'est de la théorie, que ça marche pas, que c'est une perte de temps, que c'est une journée de meeting ou une demi-journée de meeting chaque 2 semaines. Donc c'est vrai que là, il faut expliquer, parce que finalement les C-level et leadership, ils sont très très proches et ils ont un impact direct. Donc là, l'agilité, il faut qu'elle soit comprise, et donc là, il faut faire cet effort de faire comprendre le bénéfice, de montrer finalement, donner peut-être 2 cas de figure où on a vraiment appliqué, et un autre cas de figure où finalement on a été un peu à la méthode traditionnelle ou à la méthode, on va dire, à l'arrache. Donc il faut avoir cette capacité aussi d'arriver avec des vrais résultats, parce que eux, ils seront très très résultat oriented, encore plus que quelqu'un du produit, encore plus que quelqu'un des sales. Eux, ils vont vraiment être dans cet aspect-là. Donc si on arrive à les convaincre et à leur montrer qu'on a réussi, parce que tout simplement on est dans un mode itératif, qu'on a mis en place des frameworks qui nous aident à, certes, peut-être avoir une demi-journée de session de rétro-review et planning, mais ça nous permet d'avoir 2 semaines où les gens sont synchro. Donc 2 semaines où on gagne en efficacité. Donc concrètement, c'est aussi arriver avec ça. C'est de dire, ok, business is business, ça dépend, on est face à qui, notre discours et notre agilité, comment on explique l'agilité, doit être adapté. On ne va pas parler de daily un C-level. Un C-level, ce qui l'intéresse, c'est plutôt peut-être la review, est-ce qu'on a réussi à un release, et le retour des clients, et le nombre de tickets support qui n'a pas augmenté parce qu'on a une bonne qualité, on livre régulièrement et que notre client est satisfait. Donc je pense que c'est vraiment le discours qu'il faut changer et le pourquoi on veut les convaincre. Ça me semble important de se poser cette question-là, parce que finalement, si on parle d'agilité, même sans aller à parler de framework spécifique, mais dans la philosophie, je trouve que finalement, ce qui s'oppose un peu à l'agilité et à la résilience que ça amène, c'est une approche un peu réductionniste des choses, quoi. Et parfois, on peut se retrouver avec une équipe C-level ou top management qui va avoir plus une réflexion qui va être réductionniste, parce que finalement, c'est ce qu'on apprend à l'école. Mais du coup, au bout d'un moment, il faut que ça cohabite entre le bas de l'échelle qui va être plus sur de la résilience, de l'agilité, etc., et le top qui va être sur une approche un peu plus réductionniste. Donc, au bout d'un moment, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un transfert qui se fasse, et du coup, avec ça, une sorte d'évangélisation, même pas forcément de l'agilité en elle-même, mais de la philosophie qui est tout autour, quoi, si on veut faire monter le débat encore. Tout à fait d'accord, parce que il y a un aspect qui peut-être c'est très important à mentionner. On avait parlé d'être dans un environnement agile ou d'être agile. Il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas forcément techniques. C'est dans les valeurs humaines ou dans les valeurs de l'entreprise. Donc c'est clair qu'il faut une certaine cohérence entre ce que le leadership va mettre en place comme valeur d'entreprise, comme culture d'entreprise, comme ce qui est valorisé chez chaque employé, et l'agilité. Donc c'est clair que l'agilité a besoin d'un environnement safe, d'un environnement où on accepte d'essayer, on accepte d'innover, on accepte d'avoir développé quelque chose, mais qui finalement, on prend le feedback du client, on essaie de l'améliorer. Donc la culture d'entreprise, elle est importante. On ne peut pas faire de l'agilité dans un environnement rigide, dans un environnement où le leadership va dire failure is not an option. Donc automatiquement, on aura peur de prendre des décisions, on aura peur de prendre des risques. On ne va pas sortir une version bêta, parce qu'on va se dire il faut qu'elle soit peaufinée, il faut qu'on fasse de l'over-engineering pour sortir notre produit. Donc c'est clair, et je suis tout à fait alignée avec ce que tu dis, la partie leadership doit être là pour créer cet environnement qui va aider
à vraiment mettre en place cet aspect agilité et avoir les bénéfices. Donc la culture d'entreprise, les valeurs sont portées par le leadership, par les C-level. Donc ça, c'est un aspect, juste un aspect qui pourrait vraiment impacter la manière de faire de l'agilité dans l'entreprise. Voilà une bonne idée d'épisode, la culture d'entreprise. Ah oui. Excellente idée, oui. Une autre question aussi, donc... parce que justement, donc on est en train de parler un peu de la hiérarchie, donc je pense que ça fit in comme il faut. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, donc on a des équipes, on va avoir peut-être des team leads, ou alors des engineering managers, ou alors des senior engineering managers, ou alors des VP, ou alors des head of engineering, une pléthore de titres. Est-ce que pour toi c'est important, donc est-ce qu'un bon manager peut être un bon manager sans être au fait et de ce qu'on disait tout à l'heure du savoir-être agile? Est-ce que pour toi c'est possible d'être un bon manager en n'ayant en gros rien à faire de l'agile? Alors, un manager, quel manager de qui? Manager, je parle dans un contexte d'engineering. Donc, par exemple, ouais. Donc, dans ton cas, est-ce que pour toi, ce serait envisageable en tant que VP d'avoir, par exemple, des team leads ou des engineering managers qui te disent ouvertement, moi, l'agilité, j'y crois pas. Un V-cycle, ça, c'est prouvé que ça marche. Let's go, quoi. Alors, moi, je pense que ça serait être en contradiction avec ce qu'on veut mettre en place. Parce que tout simplement, c'est pas le fait de croire en l'agilité ou d'être le fan absolu des pratiques agiles. C'est vraiment de comprendre, encore une fois, la base. Le besoin du client. Le besoin d'aller rapidement sur le terrain pour essayer notre solution. Le besoin d'être à l'écoute de celui qui va utiliser. Le besoin de créer un environnement où les juniors montent en compétences, où on a des pratiques qui vont nous aider à avoir de la qualité dans l'agilité, parce que parlons concrètement, si on parle d'engineering, on parle de code review, on parle de qualité, on parle de la partie testing, on parle de la partie sécurité, et tout ça fait partie de l'agilité, parce que on ne peut pas faire de l'agilité si on n'a pas tout ça autour, parce que tout simplement, on livre souvent. Donc automatiquement, la qualité du code, la qualité du rendu, le test, tous ces aspects-là qui sont très techniques font partie de l'agilité. Parce que sinon, on ne pourra pas être agile. On ne peut pas juste sortir quelque chose si on n'est pas capable de dire il n'y a pas de régression, on est sûr qu'on offre la même qualité qu'il y a 2 semaines, qu'il y a 2 jours. Donc automatiquement, un engineering manager, par exemple, doit comprendre tous ces aspects. Donc quelqu'un qui croit en un cycle V, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que cette personne est capable de me livrer chaque 2 semaines ou chaque jour ou un hotfix, un on the fly pendant la journée, en me garantissant toute cette qualité? Pas en allant dans un cycle de 1 mois pour me sortir un fixe. Donc d'un côté, encore une fois, on revient vers l'essentiel. Pourquoi on fait de l'agilité? On fait de l'agilité pour être rapide, pour être à l'écoute, pour être capable d'avoir un environnement qui est, j'ai envie de dire aujourd'hui, moderne. On doit être fast, on doit être capable de répondre aux besoins. Donc un engineering manager, par principe, est contre l'agilité. Moi j'ai envie de dire, comment ça va vraiment s'appliquer sur le rendu du produit, sur l'environnement qu'il va créer pour ses direct reports, pour l'environnement, le type d'équipe qu'il va créer, le type de profil qu'il va recruter. Il y a tous ces aspects. Donc d'un côté, ce n'est pas une question juste de principe, c'est une question de pratique après. Donc quelles sont les conséquences de prendre quelqu'un qui dit « moi j'y crois pas ». Ok, on respecte, mais comment cette personne va s'insérer dans cette machine finalement qui tourne, qui roule, et puis cet engineering manager, il n'est pas seul. Elle n'est pas seule. Ils sont dans un environnement où il y en a d'autres autour. Il y a d'autres équipes. Ils vont avoir des dépendances. Ils vont avoir une équipe qui va devoir livrer. Donc cette personne, elle doit aussi être capable de répondre aux besoins de tout l'environnement. Donc ce n'est pas une question, ce n'est pas personnel, mais c'est plutôt comment cette personne va vivre dans un environnement qui est vraiment orienté feedback, orienté rapidité, orienté à la capacité de s'adapter à n'importe quelle situation.
Donc je le mettrais plutôt sur un aspect comment cette personne va s'adapter. Super, et donc pour conclure, on en a déjà un peu parlé, mais ce sera quand même une belle conclusion, ça fait du bien de le marteler. On n'en parle pas assez souvent avec Pierre, on parle tout le temps d'agilité, etc. Mais comme si c'était un objectif à atteindre, comme c'était la seule façon de faire, du coup, est-ce qu'on peut finir sur cette question? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se passer d'agilité ou est-ce que et si oui, à ce moment-là, est-ce qu'on est juste un peu des gens d'une secte, on croit un truc à fond et puis on essaie de trouver tous les prétextes possibles pour rester dans notre zone de confort? Moi, je dirais que c'est la même question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'on peut arrêter d'apprendre? Je pense que tout simplement l'agilité est là pour nous dire et pour nous rappeler qu'on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tous les utilisateurs, on ne connaît pas tous les besoins, on n'a pas la science infuse, on se connaît pas, on ne connaît pas les gens autour et on a tous besoin d'évoluer. Donc l'agilité, elle est là pour nous rappeler que dans ce monde, on doit s'adapter, on doit trouver des solutions, on doit apprendre, on doit tout le temps se remettre en question notre manière de faire pour être plus efficace, pour être plus compétent, plus à l'écoute du besoin. Donc dire arrêter de faire de l'agilité veut dire, si je vais sur la simplicité, être très, voilà, this is the way, et on ne change pas, on n'apprend pas, on sait ce que notre client veut, qui lui n'évolue pas. Et donc on va dire, c'est peut-être très résumer tout ça en disant on peut pas être contre notre propre nature d'apprendre, de s'adapter et de vivre en communauté et d'innover et de vouloir être dans cette loupe. Donc non, moi je considère qu'on peut pas du jour au lendemain dire qu'on arrête d'être agile parce que tout simplement on est dead. On peut pas se permettre de ne pas être dans un environnement qui évolue et d'être nous, s'arrêter d'évoluer et de faire exactement la même chose pendant des années de la même manière. Donc non, je dirais non. On aura toujours besoin d'agilité, quel que soit comment on la définit. L'important, c'est la finalité. On a de beaux jours devant nous alors. Voilà. On espère. Très bien, merci beaucoup d'avoir partagé toute ta sagesse avec nous. Merci beaucoup. Est-ce que tu as prévu un outil à partager avec nos auditeurs pour conclure? Alors, j'y avais pas forcément plus pensé que ça ou préparé. Mais quand on avait rapidement discuté sur ce point, j'ai réfléchi et je me suis dit quel livre pourrait être vraiment refléter un peu et être relié au topic d'aujourd'hui, qui est la théorie et la pratique de l'agilité. Et j'ai pensé au livre Sprint. Donc c'est un livre qui, pour moi, reflète bien, c'est pas une question d'agilité, mais reflète bien ce côté pratique, aller rapidement, valider son idée, et puis surtout ne pas se limiter à une idée, prendre une idée, la développer, travailler en équipe, et puis aller le plus tôt possible sur le terrain et challenger ce qu'on a réussi à faire. Donc pour moi, le livre Sprint, qui est, je pense, de 2016, si je ne me trompe pas, c'est vraiment un livre que j'ai utilisé personnellement et je l'ai vu aussi en pratique en entreprise. Je trouve que c'est sympa quand on veut vraiment travailler avec, par exemple, le produit et essayer de résoudre un problème qu'on a ou quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Vraiment d'aller sur un livre pratique où il y a tout simplement même la checklist de ce qu'il faut faire
et puis vraiment essayer de mettre en pratique la théorie. Donc j'ai pensé au livre Sprint. Je pense que je le conseillerais pour les gens qui connaissent pas forcément ça ou qui ont envie juste de mettre en place, d'essayer de faire ce end-to-end que très souvent on entend dans l'agilité, aller vers le end-user et le tester rapidement. Donc pour ceux qui ne croient pas trop en cette agilité, en 5 jours, on peut développer une idée et voir est-ce qu'en vraiment notre idée Day One, c'est celle avec laquelle on va vraiment bâtir le produit phare du futur innovant après 5 jours. Excellent. Merci beaucoup. Pierre, tu avais quelque chose à ajouter ? Non, je voulais remercier beaucoup Sarah. C'était extrêmement insightful. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous de m'avoir invité et merci aussi de prendre de votre temps pour faire ce podcast parce que je trouve que c'est très intéressant et c'est surtout, on a besoin d'un retour d'expérience, donc un peu de pratique pour comprendre la théorie de l'agilité. Donc merci à vous d'organiser tout ça et de nous partager votre expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et puis encore une fois, merci du fond du cœur d'avoir pris un peu de ton temps pour discuter avec nous. Avant de finir, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, ou dire à nos auditeurs où on peut te retrouver sur Internet mondial si on veut entrer en contact avec toi ou voir ce que tu fais? Alors, avec grand plaisir, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Et je me ferai une joie de discuter un peu plus sur l'agilité ou sur un autre topic concernant l'engineering. Donc, mon LinkedIn est ouvert à tout le monde. Très bien, merci. Pierre, où est-ce qu'on te retrouve en ce moment? Toujours pareil, LinkedIn ou au pub, au choix. Quant à moi, ce sera toujours sur mon site julien.deret.fr, vous trouverez tous mes liens et mes projets. Merci d'avoir écouté Agilist. Si l'émission vous a plu, évidemment, on vous invite à nous laisser une note sur Apple Podcast, sur Spotify, sur toutes autres plateformes et à vous abonner. Et en attendant, on vous retrouve le mois prochain pour continuer nos folles discussions sur l'agilité. Salut Sarah et salut Pierre. Salut Sarah, salut Julien.